Allez, ça filme. Oui, oui. Alors, Monsieur Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être notre premier invité d'honneur pour le magazine Le Petit Bouchon de l'association Dacia à Lyon. Alors, avant de commencer à vous interviewer, je vais faire un bref résumé de votre parcours. Patrick Louis, vous êtes né le 22 octobre 1955 à Vitry-le-François. Dans la Marne, j'ai été vérifié sur internet moi-même. Étudiant à l'université Jean Moulin Lyon 3, très tôt vous êtes engagé dans le milieu associatif, en présidant notamment les étudiants de votre filière pendant 3 ans. Point intéressant pour nous, vous avez créé l'ESTRAD, qui est la Haute École de Stratégie et de Décision, qui a fusionné avec l'ESDES en 2007. Monsieur Louis, vous possédez une double casquette. D'une part, vous êtes engagé politiquement dans la vie de la cité, comme vous aimez le dire, député européen pendant 5 ans en 2004, secrétaire général du parti souverainiste MPF, incarnant d'ailleurs au sein de ce parti le courant gaulliste, et plus proche de nous, conseiller communautaire du Grand Lyon et conseiller régional en Rhône-Alpes. Vous êtes aussi professeur des universités à Lyon 3, notamment en gestion géopolitique. Enfin, et je m'aventure un peu en vous disant cela, je vous ai entendu dire en cours que vous auriez monté une entreprise, et vous en possédez peut-être, toujours aujourd'hui. D'où ma première question. Si vous possédez des entreprises, ou si vous en avez monté, quels ont été vos facteurs de motivation et où en est votre situation vis-à-vis de l'entreprise aujourd'hui? Oui, j'ai une triple casquette. La première, c'est d'être professeur, le problème de la connaissance, comprendre le monde. La deuxième, effectivement, c'est d'agir dans le monde et d'agir au niveau de l'économie. J'ai commencé par là et ensuite j'ai voulu agir sur les causes et fait de la politique. J'ai les 3 dimensions. Donc, effectivement, déjà quand j'étais étudiant, j'étais président des étudiants de la faculté de Lyon 3, parce que je trouvais qu'il y a des choses qui n'allaient pas, et quand une chose ne va pas, moi je considère que plutôt que râler, il faut agir. Quand une chose ne va pas, moi j'essaie de la changer, c'est tout simple, et on dit souvent que l'homme doit rentrer dans l'entreprise. Moi je préfère dire que l'entreprise est dans l'homme. C'est qu'en fin de compte, le fait d'entreprendre, c'est le propre du vivant. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'entreprends. Et ça m'a amené, effectivement, j'ai créé une entreprise concernant la restauration. C'est une chose que je pensais savoir faire, dans l'immobilier, dans le nettoyage, dans le conseil, dans l'éducation. J'en ai créé plusieurs. Donc aujourd'hui, quasiment, il ne me reste plus que ma petite société de conseil pour mes activités, parce que je suis expert agréé auprès de l'Union européenne. Et mon statut d'auto-entrepreneur pour justifier les conférences que je peux faire parfois de manière à l'institut légal. Mais actuellement, mon activité, c'est essentiellement la politique et l'université. D'accord. Et voilà. Vous avez créé ces entreprises plutôt jeunes ou ça a été récurrent dans votre oui. Je suis marié très jeune et j'ai créé des entreprises très jeunes, dans la mesure très tôt, déjà étudiant, avec un de mes collègues, je vous dis, on avait acheté, j'ai dû le dire un jour dans le cours, on avait acheté un camion quasiment de code civil et de code pénal et de code commercial. Déjà on faisait du business, on a démarré comme ça. On faisait différentes choses. Alors oui, je les ai fait très tôt et après j'ai fait ça également pour aider des amis qui n'avaient pas forcément réussi leur monde universitaire à créer leur entreprise, donc je devenais administrateur. D'accord. Parce que moi-même, je suis plus j'aime bien démarrer, mais j'aime pas trop développer. Donc une fois qu'une structure existe et tourne, ça me casse un peu les pieds de faire toujours la même chose. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai plus un statut d'administrateur que de chef d'entreprise au sens strict. La partie management m'intéresse énormément, c'est ce qu'il y a de plus riche. Une fois qu'on a mis les hommes en place, etc., chacun son talent. Il y a les développeurs et il y a les initiateurs. Moi, je suis plus initiateur. D'accord. À ce propos, est-ce que la triple casquette chef d'entreprise, politicien, professeur entretient un mélange des genres, ou au contraire, est-ce que ce sont des compétences complémentaires qui s'entraînent l'une l'autre dans un cercle vertueux? Dans l'esprit des gens, c'est une catastrophe. Parce que les gens pensent que la politique pollue tout, que le chef d'entreprise est là pour faire du fric, et que le prof, en fin de compte, il fait ça rapidement en bâclant ses cours, puisqu'il fait tout. Donc ça fait une catastrophe l'esprit des gens, mais je pense que c'est une richesse pour le professeur, et c'est une richesse, à mon avis, également pour l'auditoire, parce que ça permet de nourrir. La politique, c'est quand même l'environnement structurant de long terme. L'entreprise, c'est le lieu de l'action qui donne les raisons de vivre. Et le professeur, c'est celui qui s'interroge sur le monde. Et donc, quelque part, ça permet, en tout cas pour moi, ça me permet d'actualiser sans cesse ma réflexion et d'essayer d'être le plus concret possible dans mon enseignement. Donc, je pense que c'est une richesse, mais ceci présuppose d'aimer les choses que j'aime bien faire, d'être dans des champs très différents, et ce qui présuppose de travailler très vite et de pas beaucoup dormir. Parce qu'il y a quand même un problème qui se pose, c'est le problème de la santé physique.
Moi, il se trouve que j'étais assez bien doté de ce côté-là, et donc j'ai pas besoin de dormir beaucoup, et donc je peux me lever tôt et me coucher très tard, et puis ça va bien. D'accord, très bien. Et donc, justement, en tenant compte de cette double vision, politique, entrepreneuriale, même triple vision, avec votre expérience universitaire, quels conseils vous donneriez aux étudiants pour monter leur entreprise? Je leur dis, c'est entreprenez. Quand vous dites que quelque chose ne va pas, agissez. Il ne faut pas se demander ce que les autres vont pouvoir faire pour vous, il faut demander ce que vous allez pouvoir faire pour que le monde dans lequel vous êtes aille mieux. Et chacun fait modestement là où il est, et après, moi j'ai jamais eu de cours de stratégie, mais quand vous faites quelque chose, vous rencontrez quelqu'un qui vous propose une autre opportunité, et c'est un état d'esprit qui fait que tôt ou tard, on va vous confier de plus en plus, et vous allez modestement pouvoir agir de plus en plus sur la société. Donc je dis, soyez entreprenant. Mais vous pouvez être entreprenant dans la fonction publique, vous pouvez être entreprenant dans le monde du business, vous pouvez être entreprenant dans les arts, dans le sport. Il faut être audacieux. Je pense que la grande vertu dont a besoin notre monde, c'est celui de l'audace. L'audace et de la prudence, c'est entreprendre, oui. Donc n'ayez pas peur d'entreprendre. Maintenant, si vous créez une entreprise, je dirais, soyez toujours enthousiaste et positif. Choisissez une épouse qui ait le cœur bien accroché, parce que l'entreprise est une maîtresse qui est vraiment intransigeante, donc il faut que l'épouse accepte et vous comprenne. Retenez la citation. Et ensuite, sachez bien vous entourer, diminuez totalement les coûts fixes, n'ayez jamais de coûts fixes, et sachez constituer votre réseau de relations pour demander l'avis à des gens qui ont un peu plus de bouteilles. Voilà ce que je dirais très rapidement, mais je dis surtout n'ayez pas peur de foncer. Il faut peut-être faire un petit tour chez les autres pour faire l'expérience chez les autres avant de la faire directement chez soi. Mais il ne faut pas trop attendre, parce que si on ne démarre pas, après on ne partira plus. Et le grand problème, c'est que plus les gens sont diplômés, plus on leur offre de situations intéressantes parce qu'ils sont diplômés, donc moins ils ont envie de démarrer, parce que démarrer, c'est le risque. C'est perdre de l'argent, n'en pas gagner, y passer tous ces soirs. Donc quand vous démarrez l'entreprise, vous n'êtes pas très bon en planche à voile ou en ski. C'est pas le moment où vous apprenez là. Et donc quelque part, c'est un choix qui est douloureux. Mais si ça marche, eh bien, tant mieux. Et si ça marche pas, ben, il faut au moins que votre épouse vous console. Très bien. Justement, je vais passer à un aspect un peu plus général des choses, plus politique. La France est un des pays en termes de mesures politiques, fiscales, l'un des pays les plus favorables à la création d'entreprises. Et pourtant, le statut de self-made man n'est pas valorisé dans notre société. À votre avis, c'est dû à quoi? Le fait qu'on ne reconnaisse pas l'homme ou la femme qui a construit... Vous avez raison de dire que la France est un pays qui aide beaucoup à la création d'entreprises, mais c'est un pays aussi où on charge beaucoup l'entreprise. Donc d'une certaine manière, on soulage parce qu'on a beaucoup tassé. Et plutôt que de soulager, il faudrait peut-être mieux un peu moins tasser l'entreprise, un peu moins contraindre l'entreprise, et comme ça on n'aurait pas besoin ensuite de l'aider. Enfin ça c'est une réflexion peut-être politique, en tout cas politique et économique. Le self-made man, eh bien, ça vient du problème que déjà quand vous êtes créateur d'entreprise, on n'est pas toujours très très bien vu. Si l'entreprise marche, vous n'avez pas forcément l'approbation de tout le monde, si l'entreprise marche, et si ça ne marche pas, vous êtes sûr de vous faire critiquer par tout le monde. Donc je crois qu'il faut avoir une culture, comme un petit peu les Américains de ce côté-là, celui qui tente au moins, même si se casse la figure, lui au moins il a osé. Parce que sur 10 types qui créent une entreprise, peut-être que 5 vont tomber, mais ceux qui vont créer deviennent des vrais acteurs sociaux. Et ce que j'aimerais qu'en France, qu'on arrête de dire que les acteurs sociaux, ce sont les assistants sociaux, aussi sympathiques soient-ils, mais que les vrais acteurs sociaux, ce sont ceux qui créent de l'emploi. C'est eux qui sont vraiment sociaux. Donc self-made man, c'est le gars qui se fait lui-même, on se fait tous soi-même à un moment donné. Mais le paradoxe, c'est que notre élite chez nous va dans des masters prestigieux comme celui que vous faites, à l'IAE, il va dans les grandes écoles, et ils n'ont plus intérêt vraiment à démarrer. Parce qu'ils vont travailler dans un grand groupe, dans une société de conseil, tout de suite ils vont démarrer à 2-3 000 euros, alors que s'ils démarrent, ils démarrent à rien. Et s'ils se plantent, il n'a même pas le chômage. Et nous, ce dont on a besoin, c'est véritablement de créateurs d'entreprises diplômés. Mais quand on est diplômé, on n'a plus envie de créer. Bien sûr. Puisque donc là, il y a une question qui se pose. Et vous dites justement, si le créateur d'entreprise se plante, il n'a pas de gros chômage. Mais est-ce que vous pensez que c'est une expérience valorisable tout de même le fait d'avoir tenté, même si on échoue finalement, est-ce que ce sera reconnu Ça rajoute du problème, c'est pas évident. Parce que le chef d'entreprise, c'est un être indépendant par nature. C'est un être qui sait s'imposer une discipline très dure, parce que si c'est pas s'imposer à lui-même, c'est des règles dures, il fera rien. Pour emmener une équipe, pour la motiver de l'enthousiasme, il faut déjà beaucoup exiger de soi-même. Mais pour rentrer ensuite dans une structure de salariat, quelqu'un qui a été entrepreneur, il a du mal à trouver du travail dans une structure de salariat. Parce qu'il a appris à commander et il obéit
aux impératifs d'entreprise, mais n'aiment pas forcément obéir à un chef qui n'a pas forcément son expérience. Et c'est très dur de recycler un chef d'entreprise dans un grand groupe. En tout cas en France. En tout cas en France. Et parce que je vous dis, il y a une forme d'a priori, alors qu'en fin de compte, les entreprises, il a bien fallu qu'elles naissent un jour. Et un des syndromes de l'économie française, c'est qu'on a des grandes entreprises qui se créent, mais ce sont des croissances externes, mais on n'a plus vraiment de petites entreprises qui deviennent. Si, on a Evans, GL Evans à Lyon, qui part de rien, qui grossit. Et c'est là la personnalité qui est intéressante, c'est lui qui est riche. Donc, en tout cas, une structure comme l'IAE, j'espère, est une structure qui doit lancer une rampe de lancement pour les entrepreneurs. Bien sûr. Mais je veux que je souhaite que la société soit positive dans le regard par rapport à l'entrepreneur et qu'on arrête de considérer l'entrepreneur comme étant un exploiteur ou quelqu'un qui paye des impôts, c'est quelqu'un qui crée de l'emploi. C'est extraordinaire. C'est certain. Justement, vous avez parlé de l'IAE Lyon et puis des écoles de commerce en général. Nous sommes justement dans ces écoles pour apprendre le commerce, le management. Quels sont selon vous les atouts des business schools à la française et leurs défauts également? Si vous voulez, la grande question de nos écoles de commerce, c'est qu'elles ont des étudiants qui sont intelligents, compétents. Il y a un tri sélectif, que ce soit une école de commerce ou que ce soit l'IAE. L'IAE a un phénomène de sélection. La sélection est un peu insidieuse, elle est moins directe, mais elle se perd quand même. Ce qu'il faut, c'est coller au principe de la réalité de la vie. Et quelque part, une université comme Lyon 3 et l'IAE singulièrement, est quelque part plus proche de la réalité de la vie que certaines écoles, qui sont de très grande qualité, de grande notoriété, comme le M Lyon, où les étudiants vivent dans des locaux magnifiques, qui sont souvent plus beaux que les bureaux dans lesquels ils sont quand ils vont travailler. Dans des systèmes hyper organisés, structurés, etc., qui, quand ensuite ils vont se retrouver dans l'entreprise, ça sera le bordel, la désorganisation, et que quelque part l'étudiant universitaire a une forme d'éducation darwinienne, puisque c'est quand même chez nous un petit peu la foire d'empoigne et pas toujours très bien organisée, quelque part celui qui s'en sort a plus, non pas une éducation, mais il a acquis une sorte d'instinct de réflexe en univers hostile ou désorganisé qui est très nécessaire au chef d'entreprise. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vocation universitaire et qui est assez intéressante par rapport au monde de l'entreprise. Mais donc, ceci n'est surtout pas une critique par rapport à ce que je fais dans les écoles qui ont affaire à des éléments de très haute qualité, de très grandes compétences, mais il faut goûter l'expérience de la vie d'entreprise quand on est à l'école. Et moi je pense qu'il ne faut pas simplement apprendre des savoirs à l'école, il faut se lancer dans la création de ce que vous faites, et je vous en félicite, un journal, se lancer dans la vie associative, dans l'encadrement, et je suis convaincu que quelqu'un qui encadre un groupe de scouts un gars qui a 22 ans, 23 ans, qui commande, qui dirige, qui anime un groupe d'une vingtaine de gars de 16 ans, il apprend plus pour le management qu'en suivant mon cours de psychosociaux.